C'est l'heure de votre JT en ce vendredi soir, présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La grisaille accompagnera cette journée de samedi dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 6 degrés, la maximale de 11 degrés. À la une de ce JT, eh bien oui, on est vendredi et aujourd'hui c'est le Black Friday. Tendance commerciale venue des États-Unis, elle est désormais largement diffusée en France. L'objet des promotions exceptionnelles chez nombre de commerçants. Mais pour autant, les clients sont-ils sensibles à cet événement? Réponse dans notre journal. Nous nous intéresserons également aux feuilles mortes du Blésois. Vous les voyez disparaître du sol de vos rues, mais que deviennent-elles ensuite? Elles sont ramassées par les services de propreté de la ville et ces feuilles mortes ont ensuite droit à une seconde vie. Elles sont transformées en compost. Et puis, le château de la ville de Blois s'apprête à accueillir à l'occasion de Noël des décorations originales, des œuvres de l'artiste Jérémy Bello, une lune des vœux, une balançoire lumineuse ou encore un voile de guirlande, un parcours immersif et sensoriel, vous le verrez. Le premier invité de ce journal ce soir, Jean-Paul Bonnet. Président de la Banque alimentaire de Touraine, il relaiera la campagne de collecte nationale qui a débuté aujourd'hui et s'étendra jusqu'à dimanche. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Comment les entreprises assurent-elles la sécurité de leurs collaborateurs? On se posera la question avec Florent Maurice, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement au sein de Artus Intérim et Solutions RH à la fin de ce journal. Mais d'abord, on démarre avec notre question web du jour. Que représente pour vous le Black Friday? Bon, et visiblement, le Black Friday n'est pas un sujet qui vous touche particulièrement puisque la majorité d'entre vous, 43%, n'y prêtez aucune attention. 42% considèrent que c'est une promo parmi tant d'autres. Pour 15% seulement, c'est un rendez-vous incontournable. Car oui, on le disait, c'est bel et bien le Black Friday aujourd'hui. Concept importé des États-Unis, il consiste en une vague de promotion dans les commerces. Aujourd'hui, la tendance est bien installée en France. Elle s'étend même sur des périodes plus longues. Alors, les clients sont-ils friands du Black Friday? Réponse dans ce reportage d'Aurélie Renaud. Pas simple de s'y retrouver entre les soldes, les ventes privées et désormais ce fameux Black Friday. Car les enseignes multiplient les opérations et chacune applique un peu sa propre méthode. C'est plus le Black Friday, c'est le Black Week, c'est le Black November. Donc chaque enseigne va se positionner différemment par rapport à ses clients. Je pense que les commerces indépendants ne veulent pas rater cette journée-là. Je pense qu'il faut faire rêver nos clients. C'est Noël, donc chacun décidera de ce qu'il voudra mettre en place suivant sa politique commerciale. À moins d'un mois de Noël, certains clients pensent qu'il est inutile de se précipiter en ce vendredi noir. Les magasins multiplieront les offres pour les cadeaux et les promotions ne manqueront pas dans les prochaines semaines. Il y a un peu des réductions dans toute l'année, donc on ne fait plus trop attention à cette période-là. Bon, après, c'est pas ça qui a dirigé mes achats pour le moment. Et puis pour le reste de la journée non plus, obligatoirement. Pas obligatoirement. Puis même maintenant, les enseignes elles font un Black Friday et un pré-Black Friday et un post, donc voilà quoi, c'est plus trop spécifique. Dans certaines boutiques, on sent tout de même l'effet Black Friday, avec la vente complémentaire. On vient pour un article et on repart avec d'autres achats. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai une cliente qui cherchait une écharpe. Elle en a pris 2 au lieu d'1, par exemple. Donc, effectivement, c'est vrai que nos clientes en profitent pour se faire plaisir, pour faire leur cadeau de Noël aussi. Ça permet d'acheter plus de choses au même budget. Comme j'ai une grande famille, donc c'est pas mal. Nous, là, par exemple, en ce moment, on a moins 20% sur la protection d'écran. Si vous achetez une coque, la personne qui n'est pas forcément venue pour une protection d'écran peut quand même repartir avec. Ou repartir avec plusieurs coques pour le prix d'une grâce à la promotion. Et après le Black Friday viendra le Cyber Monday, lundi 1er décembre, des rabais qui concernent uniquement la vente en ligne. On va parler à présent, Lucas, du retour du service militaire. Emmanuel Macron a annoncé hier l'instauration d'un service national volontaire et purement militaire, ce sont ces mots, de 10 mois qui débutera à l'été 2026. Un service qui se déroulera exclusivement en France et qui concernera principalement les jeunes âgés de 18 à 19 ans. 3000 personnes seraient concernées en 2026 avec pour objectif 10 000 en 2030, 50 000 par an en 2035. Une annonce qui évidemment a fait réagir. Faustine Luneau est allée à votre rencontre pour recueillir vos avis. Volontaire, je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup qui vont vouloir le faire volontaire. Vous auriez fait quoi, vous? Leur mettre d'office, mais pas un an, quelques mois. Il y en a, ça leur ferait du bien un petit peu, aux jeunes. De marcher au pas et tout ça, d'apprendre un peu. J'ai un souvenir pas extraordinaire. Volontariat, pourquoi pas. Sinon, je trouve que de faire le service militaire, c'est une perte d'énergie, d'occuper son pays à faire des armes et des gens à risquer de se faire tuer. Moi, le côté militaire, peut-être
l'exercice tous les jours. Non, ouais, je pense que oui, 10 mois après, il faut vraiment aimer ça, quoi. C'est quand même particulier comme mode de vie. Après, on peut craindre que la prochaine étape soit l'obligation, mais il vaut mieux se préparer que subir. Après, si c'est vraiment qu'un service militaire, pourquoi pas. Mais si c'est pour plus tard aller au front, non. Les générations de mes parents, grands-parents ont connu ça et c'était atroce, quoi. Il est l'heure à présent d'accueillir notre premier invité de ce journal, ce soir Jean-Paul Bonnet. Président de la Banque alimentaire de Touraine, il relaie ce soir une grande collecte nationale, une collecte qui a débuté ce soir pour se terminer ce dimanche. Bonsoir Jean-Paul Bonnet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau, Jean-Paul Bonnet alias Polo dans le réseau, c'est comme ça que les gens vous connaissent. Bonsoir Polo. Vous organisez donc une collecte, je le disais, depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche. Oui. D'abord, Jean-Paul, à l'approche de l'hiver, quels sont les besoins de la Banque alimentaire ? Alors, tout d'abord, c'est le premier réseau d'aide alimentaire qui organise sa 41e collecte nationale. La particularité de la Touraine, c'est simplement des produits qui nous sont nécessaires pour pallier la période hivernale. Et puis pour compenser le nombre exponentiel de progression sur le nombre de personnes accompagnées. Il faut savoir qu'il y a 20% de personnes accompagnées en plus sur 3 ans. Et la particularité également, ce sont de nouveaux profils. C'est plus les mêmes, vous voyez l'évolution. C'est différent. Il y a des nouveaux profils, genre travailleurs pauvres, excusez-moi l'expression. Des personnes qui ont en CDD, en CDI. Et l'alimentation devient une variable d'ajustement. Vous savez, quand vous avez tout payé, eh bien, quelquefois, on se prive. Quand vous pensez qu'un enfant sur 3 ne mange qu'un repas par jour. S'il n'y avait pas la cantine, ça serait catastrophique. Et donc la pauvreté progresse de votre point de Voilà, vue. c'est là. Et pour la Touraine en particularité, nous avons besoin, en ce qui concerne le petit déjeuner, du café soluble, pas des capsules, du café soluble, du chocolat aussi, du sucre, les condiments, de la farine, de l'huile, des conserves à base de légumes, de viande. Alors je sollicite un peu les consommateurs de nous donner des boîtes de conserve de petits formats. De petits formats, parce qu'on pourrait se dire grammes, si on donne gros c'est mieux, bien mais sûr, pas forcément. c'est bien pour les familles monoparentales, par exemple, qui ont 2-3 enfants, 500 grammes, ça va. Mais une personne seule, quand vous lisez 500 grammes de cassoulet ou de je sais pas quoi, ça risque de faire du ça gâchis risque alimentaire. d'être un peu, c'est contre-productif. Où est-ce qu'on peut donner justement là tout ce que vous nous proposez? Alors, les conserves de poisson aussi, puis les produits d'hygiène adultes, des produits d'hygiène enfants. Ah, pas que de la nourriture donc. Non, produits d'hygiène adultes, produits d'hygiène enfants. 120 magasins du territoire départemental ont ouvert leurs portes à nos bénévoles. Il y a 1200 bénévoles mobilisés sur le territoire pendant ce week-end. Bien sûr, les bénévoles, les héros de la Banque alimentaire en gilet orange, et les autres héros, c'est les bénévoles de nos associations partenaires, 64 associations partenaires qui distribuent. Oui, parce qu'après, c'est ce que vous collectez, ça part vers des associations. Voilà, on distribue aux associations qui elles-mêmes reportent et alimentent leurs personnes demandeuses. Et vous avez les bénévoles des 3 Rotary de Tours, vous avez des bénévoles dans le cadre de la RSE des entreprises, des assureurs, des banquiers, des lycées, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires. Tout le monde joue le jeu, effectivement. Et c'est une mobilisation vraiment... il y a une sensibilisation énorme cette année. Je crois qu'on n'a pas eu trop de soucis pour ouvrir les magasins à la collecte. Et ça représente combien de repas à peu près? On le sait, on a une idée Alors, une collecte, c'est 200 à 250 000 repas que nous espérons collecter ce week-end dans les magasins. Pour l'Indre-et-Loire? Oui. Oui. Rien que pour l'Indre-et-Loire, près de 300 000 repas. Voilà. Au niveau national, c'est 2 400 000 personnes accompagnées. Premier réseau, effectivement. Premier réseau d'aide alimentaire. Et puis également, il y a un problème de santé publique, puisqu'on trop souvent, les personnes se nourrissent avec des produits transformés. Et ils ne sont pas très bons pour la santé. Ouais, depuis quelque temps, on intervient dans les associations pour faire des ateliers cuisine, donner du lien social.
et puis des échanges de culture culinaire, avec des épices différents, des recettes simples. Et donc ça va au-delà c'est très porteur. don. Et je sais que les Tourangelles et les Tourangeaux sont généreux. Alors je vous appelle, et si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les magasins, allez sur notre site monpagniersolidaire.org. Et banquealimentaire-touraine.com. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul Bonnet. Merci à vous. Jusqu'à dimanche, cette grande collecte de la Banque Alimentaire. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Un droit de réponse à présent, Lucas, dans ce journal. Et oui, dans notre émission En campagne, diffusée le 7 octobre dernier, Malik Benakcha, candidat de droite à la mairie de Blois, déclarait que Pierre-Gilles Parra, candidat aux législatives de 2024, avait envisagé de s'allier au Rassemblement national. Aujourd'hui, ce dernier réagit, je cite, « Il s'agit là d'une allégation erronée. Je n'ai jamais envisagé aucun soutien de ce parti. Je suis resté fidèle à mes convictions profondes pendant ces législatives, et ce, malgré les fortes turbulences du moment. » Lucas, on va prendre la direction de Blois à présent pour parler d'un sujet de saison, les feuilles mortes. Et oui, peut-être, vous imaginez-vous qu'elles disparaissent comme par enchantement de nos trottoirs. Bien sûr, il n'en est rien, ce sont les services de propreté de la ville qui les ramassent. Mieux encore, en tant que déchets verts, elles sont réemployées et transformées en compost. Hélène Chaplet a suivi la vie des feuilles blésoises après leur mort. Au râteau ce matin-là, François, à l'aspirateur Richard. Tous les deux sont employés à la ville de Blois au sein du service propreté urbaine. Depuis pratiquement un mois, ils passent le plus clair de leur temps à ramasser les feuilles mortes dans les différents quartiers de la ville. Et cette allée de platanes avec ses nombreuses feuilles est loin d'être une partie de plaisir. Alors là, on est en pleine période de feuilles, depuis à peu près début novembre, pendant 6 heures par jour, 3 jours par semaine à peu près. On fait les tas en amont et après on les aspire. Voilà. Et là, elle va pas tarder à être pleine, alors il va falloir aller vider. Chaque camion peut contenir entre 6 et 7 mètres cubes de feuilles. Une fois rempli, les agents doivent aller le vider dans l'un des 3 lieux de stockage temporaire installés sur la ville. Chaque automne, 40 bennes de feuilles sont ainsi récoltées. Des feuilles qui seront ensuite mélangées à d'autres déchets verts pour en faire du compost. Une opération qui a lieu sur une plateforme dédiée à Fossé, à 10 km de là. Nous récoltons tous les ans environ 320 tonnes de feuilles qui partent au centre de compostage de Valcompost. Sur le secteur de la ville de Blois, 4 équipes, donc c'est pour ça, 4 équipes de 6 agents environ, c'est pour ça qu'on ne peut pas être partout, donc on essaye d'aller au plus urgent. Jusqu'à la fin du mois de décembre et la chute de toutes les feuilles mortes chaque jour est un éternel recommencement pour ces agents. Il faut régulièrement réintervenir là où ils sont déjà passés. Alors un petit coup de main des particuliers serait parfois le bienvenu. Au même titre qu'on le fait lorsqu'il y a des épisodes de neige ou de verglas, chaque riverain est tenu en fait d'entretenir le trottoir qui se trouve devant chez lui sur une largeur d'1 mètre. Voilà. Donc si chacun œuvre pour le collectif, que ce soit les riverains et les services de la ville, ça permet d'avoir une mission complètement remplie. Toutes les feuilles mortes sont aujourd'hui ramassées, que ce soit sur les trottoirs ou les pelouses. Une précaution pour limiter les accidents. Pourtant, laissées sur l'herbe, elles pourraient protéger et nourrir le sol. Une mauvaise nouvelle à présent pour les baigneurs à Tours. Nous vous en parlions cet été, une baignade surveillée devrait voir le jour prochainement à Tours. Un projet dans les cartons depuis plusieurs années et qui devait aboutir en 2026, mais finalement un projet retardé en raison de la biodiversité. En effet, une étude environnementale commandée par la mairie a révélé la présence sur place de chauves-souris, mais aussi de 2 espèces de libellules implantées sur place. La création de la baignade surveillée de Sainte-Radegonde est donc pour le moment repoussée à 2027. Allez, demain rendez-vous à Tours pour les inaugurations des illuminations de Noël. Charcuterie musicale animera la place Jean Jaurès à partir de 18h, puis un DJ set prendra place sur les balcons de l'hôtel de ville de 19h30 à 21h. Oui, ça va être la fête, Aurélien, on va vous y retrouver, j'en suis sûr. Mais un show qui sera interrompu à 20h. Pourquoi ? Pour l'allumage des décorations de la ville. On va appuyer sur le gros bouton rouge. À noter donc que la place Jean Jaurès sera piétonnisée de 18 à 22h et qu'il ne sera pas possible de stationner sur le premier terre-plein du boulevard Béranger entre 16h et 22h. Le tramway, lui, ne circulera pas entre les arrêts Gare et Porte de Loire de 19h à 21h30.
Et puis hier, nous vous en parlions des préparatifs de Noël au château d'Amboise. Aujourd'hui, c'est le château de Blois qui est à l'honneur. Après les Anoukis, puis les installations lumineuses du studio d'art et de technologie australien Enes, c'est cette année à l'artiste loiretain, il est local, Jérémy Bello, d'investir l'édifice. Au programme, une lune des vœux, une balançoire lumineuse ou encore un voile de guirlande. Un parcours immersif nommé Rêve chromatique et qui invite le visiteur au voyage. Cette visite guidée vous est proposée ce soir par Hélène Chaplet. Dans la cour centrale du château royal de Blois, une lune vient d'être installée, une œuvre qui reflète les différentes façades et époques des bâtiments. Un peu plus loin dans la chapelle Saint-Calais, des centaines de points lumineux. Ils composent un cube virtuel aux couleurs changeantes, un rappel des vitraux présents sur place. Des installations que l'on doit à l'artiste Jérémy Bello, qui a eu carte blanche pour mettre en valeur le monument pour les fêtes de fin d'année. Finalement, ces lieux, ils ont aussi en permanence été le vecteur des évolutions de leur temps, des évolutions liées à l'histoire, des destructions, des reconstructions, mais aussi de l'évolution des pratiques des bâtisseurs, les pratiques des artisans du vitrail notamment. Donc ce sont des lieux qui sont dans une continuité et aujourd'hui, on se les approprie avec d'autres méthodes, d'autres pratiques. À découvrir également dans la salle des états généraux, ces 2 étoiles de 5 mètres de haut dont l'installation se terminait alors. Des créations en métal qui renvoient à la symétrie de la pièce. Un mélange des époques assumées entre le lieu qui date de 1214 et ses propositions artistiques. Nous, on fait Noël avec de la création contemporaine en étant persuadés qu'il y a un intérêt à avoir cette rencontre entre l'art ancien et l'art d'aujourd'hui parce que c'est des formes d'expression qui sont complémentaires, qui sont cohérentes aussi les unes avec les autres. Et puis, on fait intervenir des artistes qui jouent avec le patrimoine. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, cette année, on invite un artiste qui est de la région, qui vit et travaille à Beaugency. Donc, on valorise un artiste local. À l'intérieur du château, pas de sapin, mais des créations faites de guirlandes, des œuvres lumineuses qui viennent illustrer les décors déjà présents et rappeler que la féerie de Noël, c'est pour bientôt. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour finir ce journal avec notre invité ce soir, Florent Maurice, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement au sein d'Artus Intérim et Solutions RH, pour évoquer cette question: comment les entreprises d'intérim assurent-elles la sécurité de leurs collaborateurs? Bienvenue, Florent, sur notre plateau. Merci. Alors, chaque jour, la question de la sécurité des collaborateurs est au cœur des préoccupations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on va le voir. En France, chaque jour, c'est en moyenne 2 personnes qui décèdent au travail et plus de 100 sont blessées gravement. Face à cette réalité, la prévention est une priorité absolue, notamment pour les entreprises d'intérim qui placent des milliers de profils dans des environnements variés. Déjà, c'est quoi la première étape que vous réalisez avant l'envoi d'un intérimaire sur une nouvelle mission ? Alors je dirais que la première étape déjà, c'est de bien connaître nos clients. Donc ça va être découvrir l'environnement de travail, ses spécificités, mais également forcément les postes et les risques associés. On va vraiment s'assurer avant toute mission que la fiche de poste elle est claire, que le poste il est adapté au profil de l'intérimaire qu'on va déléguer et que les consignes de sécurité surtout elles soient bien définies, que ce soit les mesures de prévention individuelles ou collectives, pour que nous on puisse valider l'affectation en faisant une sensibilisation finalement à la sécurité qui est la plus adaptée possible pour nos intérimaires. Il y a une vraie complexité avec l'intérim puisque la formation à la sécurité, c'est des missions qui sont très variées, donc il faut s'adapter à chaque fois en fonction de l'activité de l'entreprise. Oui, exactement. Chez Artus, on va vraiment privilégier des modules ciblés, pratiques, avec beaucoup de digitalisation, mais surtout adaptés au poste de travail. On va vraiment créer une expérience différenciante pour que le collaborateur il puisse avoir une sensibilisation finalement qui est la plus adaptée à son environnement de travail, mais surtout à son poste et les risques qui vont être associés vraiment à ces postes de travail. Et puis la plus compréhensible aussi le plus rapidement possible. Oui, complètement. L'objectif, c'est vraiment de travailler en amont de la délégation, de lui donner un maximum d'informations avant qu'il arrive chez nos clients. Alors en amont, on vient d'en parler. Pendant, justement, là aussi, vous intervenez. Comment on intervient quand on est une agence d'intérim pour s'assurer de la sécurité de ces intérimaires ? Finalement, le contact, il va être tout au long de la délégation. Donc forcément, il y a le contact téléphonique, physique. Nos opérationnels, finalement, en agence, ils vont effectuer des visites de poste. Ça va permettre forcément d'avoir des retours terrain et de faire des ajustements si nécessaire. Et on travaille aussi avec nos clients sur des formats plutôt d'animation sécurité, où là, on va venir créer des temps forts pour appuyer sur les thématiques les plus présentes chez nos clients, finalement, pour faire des sensibilisations complètement adaptées aux collaborateurs. On le voit, on en a quelques images sur l'écran. C'est quoi les principaux risques aujourd'hui physiques qui génèrent le plus d'accidents ?
Finalement, en intérim, on va être sur les statistiques nationales. Ouais. Globalement, c'est 750 000 accidents du travail en France chaque année. Nous, c'est à peu près 50% des opérations de manutention manuelle de charge. C'est ce qu'on retrouve le plus. Ensuite, va venir les chutes de hauteur, les chutes de plein pied. Et aussi, de plus en plus, la problématique des troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve beaucoup sur des postes statiques, sur des gestes répétitifs et qui sont de plus en plus présentes, surtout dans l'environnement industriel français. Alors, on parle des risques physiques concernant la sécurité, mais il y a aussi les risques psychologiques. On y pense un peu moins, mais ça aussi, c'est important de mettre en chose des places en amont. Tout à fait. La sécurité, finalement, c'est pas que physique. C'est aussi, on parle de plus en plus de bien-être au travail, mais aussi de fatigue et de pression accrue liée à toutes ces missions successives que peuvent vivre nos intérimaires. Donc on va vraiment travailler avec nos collaborateurs permanents pour finalement repérer les signaux faibles, mais on va surtout travailler avec nos clients pour créer des parcours d'intégration dédiés où finalement on va leur donner toutes les informations en amont pour le premier jour de leur mission. On va prendre des photos de chez nos clients pour qu'ils puissent se projeter dans l'environnement et finalement tous ces éléments-là vont permettre de réduire un petit peu le stress du premier jour qui est finalement inhérente à toute nouvelle mission pour un intérimaire d'ailleurs comme pour un permanent plus classique. Merci beaucoup Florent Maurice d'avoir été sur notre plateau. Frère de pull, ce soir je viens de le constater. Vous êtes beaux tous les deux. Merci infiniment. Une autre annonce de Noël avant de se quitter. Évidemment, Èvres-sur-Indre accueillera ce week-end son marché de Noël organisé par l'association Évènement. Un rendez-vous devenu... C'est vrai, ça vous fait existe. rire. Oui, J'adore. c'est beau, j'adore. Un rendez-vous devenu incontournable et qui accueille chaque année un large public. 2 grandes parades féeriques sont même prévues avec des chars décorés et des enfants costumés. Une parade illuminée aura lieu demain, donc samedi à 17h45 et un défilé dimanche à 15h45. Peut-être que j'irai costumer effectivement Aurélien. Dans ce costume-là. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous, Aurélien. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Et puis nous, on se donne rendez-vous lundi. Rendez-vous est pris. 17h50 pour une nouvelle semaine. On va se reposer, on en a besoin. À lundi.